Nos invités pour cette deuxième table ronde. Alors nous avons Dominique Richer, présidente d'Alma 85, Allo Maltraitance envers les personnes âgées et handicapées. Séverine Pellet, oui, c'est ça, oui. Aide-soignante en SIAD. Amélie Cléran, animatrice du service d'information et soutien aux tuteurs familiaux de l'UDAF 85. Et Anne Hardy, médecin référent protection de l'enfance 85. Alors on a parlé ce matin, je ne vais pas vous demander de redéfinir ce que c'est que la maltraitance à votre avis. Je voulais plutôt parler des différences, pour commencer, des différences de la nature. On en a parlé un peu de la nature des maltraitances qui peuvent avoir lieu à domicile par rapport à dans un établissement. Est-ce que la nature des maltraitances qu'on y retrouve est différente Non, il faut faire... Hop, voilà, c'est allumé. Merci. Alors, moi, je dirais que... Si, ça va, oui. Moi, je dirais qu'il y a une différence parce que même si les deux entités, l'établissement et la maison, sont des espaces clos, il y a la cellule familiale qui entre en jeu dans le domicile. Et non seulement la cellule familiale, mais aussi les gens qui gravitent, professionnels ou proches ou amis. Donc, il y a quand même une grosse différence dans les gens qui vont pouvoir effectivement être témoins de la situation de maltraitance ou qui vont alerter, je dirais, de la situation. La nature des maltraitances en elle-même est-elle différente puisque j'imagine qu'elles sont perpétrées en établissement, ça va plutôt être par les professionnels. À domicile, est-ce que c'est le cas? C'est plutôt les professionnels ou est-ce que ce sont plutôt les proches, les aidants, la famille? Alors moi, je dirais, en fonction des situations que l'on traite, c'est beaucoup plus la sphère familiale, les proches, le conjoint, les proches, les enfants, les petits-enfants, qui sont effectivement, mais peu de professionnels par rapport à ce que le public peut imaginer. Parce que beaucoup, c'est facile de mettre l'accent sur les professionnels, mais ça n'est pas tout au moins dans les situations que nous, on traite, ça n'est pas les professionnels qui sont les auteurs présumés des maltraitances. Principalement proches et familles ou éventuellement aidants. Voilà. Est-ce que vous voulez également réagir ? Oui, une des formes de maltraitance qu'on n'a pas abordée ce matin, c'est la maltraitance financière, qu'on peut constater régulièrement et qui est parfois, pour mon cas, source de demande de mesures de protection parce qu'il y a un membre de la famille qui n'agit pas dans l'intérêt de la personne vulnérable et il est nécessaire d'y mettre fin. Et parfois, il y a une notion de loyauté qui fait que la personne abusée ne déclare pas parce qu'il y a un chantage qui est mis en place. Si tu veux que je reste à la maison, si tu veux pas rester tout seul... la situation reste telle qu'elle est. Parfois, il y a aussi, c'est parfois plus complexe parce qu'on peut arriver avec notre œil extérieur, prendre une situation telle qu'elle est, avec une dame de 85 ans et son fils qui vit à ses crochets. Donc ça peut nous sembler éventuellement anormal, toute la question de la normalité, mais c'est une famille qui a toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, effectivement, madame ne peut plus s'exprimer et on ne sait pas si elle était d'accord pour fonctionner comme ça, mais peut-être que ça a été leur mode de fonctionnement toute leur vie, et c'est madame qui a induit ce choix-là. Donc, toujours prendre du recul sur ces questions-là, je pense. Contextualiser, c'est important. Séverine Pellet, vous vouliez réagir ? Non, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai qu'à domicile, il y a beaucoup de personnes qui gravitent. Il y a des gens qui sont très isolés aussi. Ça peut être la maltraitance financière, elle peut être du voisinage. C'est vraiment très, très large. Nous, professionnels, c'est à nous de toujours avoir un œil un petit peu avec du recul sur tout ce qui peut exister à domicile, sur tout ce qui peut se passer dans une maison. C'est-à-dire que vous prenez l'environnement au sens très large. Tout à fait, tout à fait. Anne Hardy, vous vouliez réagir ? Oui, moi, ce que je voudrais préciser, c'est quand même que moi, je suis un médecin référent protection de l'enfance, donc mon domaine de travail, c'est plus l'enfant, hein. Et que dans mes missions, il y a contribuer au repérage des situations d'enfants en risque de danger ou en danger. Ça, c'est une de mes missions. Et l'autre mission, c'est d'améliorer la prise en compte de la santé des enfants qui seront confiés au département. Donc, les deux missions principales sont celles-là.
En ce qui concerne... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, s'il vous plaît? Il marche? Oui, mais oui, voilà. Je vais pas le manger quand même. Hein. À ce stade-là, je m'inquiète. Et donc, en ce qui concerne les enfants, c'est vrai que c'est souvent des situations intrafamiliales qui nous remontent à la CRIP. Il y a bon nombre de situations, puisque rien qu'en 2021, la CRIP a été destinataire de 3000 informations préoccupantes. Donc, vous voyez que c'est quand même assez important. Donc, c'est surtout des situations intrafamiliales, ce qui ne veut pas dire que des enfants ne sont pas victimes de certaines formes de violence au sein de leur établissement scolaire. On parle beaucoup de harcèlement scolaire aussi, c'est une vraie problématique, ou bien au sein d'établissements où ils devraient être protégés. Ça, c'est également possible qu'ils soient maltraités par des professionnels débordés par les activités, n'arrivant plus à fournir, à répondre correctement aux besoins de ces enfants. Il y a également les personnes âgées qui sont particulièrement victimes, les femmes âgées particulièrement victimes de ces maltraitances. Oui, les femmes âgées sont particulièrement vulnérables. Alors, il faut dire qu'en ce moment, effectivement, dans les personnes vulnérables âgées qui nous font part de certaines situations, c'est des personnes très âgées ou qui ne peuvent pas se confier à leurs enfants et sur une maltraitance liée à leur conjoint, qui s'est établie sur de nombreuses années. Et je dirais, elles ont découvert, il y a peu de temps, par les spots publicitaires sur les violences faites aux femmes, qu'elles avaient des droits et qu'elles pouvaient en parler. Donc, plusieurs situations, effectivement, nous sont arrivées à la suite de ça. Mais ce qui est préoccupant, c'est que les violences faites sur des personnes très âgées, au-delà de 75 ans, ne sont pas répertoriées dans les violences sur les statistiques nationales. Donc, elles sont pas. On a l'impression que, passé un certain âge, c'est invisible. C'est invisible, c'est banalisé. Et c'est souvent caché autrement. C'est-à-dire qu'on parle rarement de... récemment, il y avait un fait concret dans la presse qui n'était pas ici, mais sur l'ensemble de la France, qui disait une personne de 94 ans a été battue à mort par son conjoint à coups de canne. Donc, effectivement, ça a fait les journaux du coin, mais c'est tout. Une autre femme de 88 ans a été tuée par son conjoint à coups de hache. Donc, quelquefois, des moyens très importants, des sévices importants, et qui ne sont pas du tout, alors qui ne sont pas médiatisés, ça c'est un fait, et qui en fait peuvent passer comme banals. C'est-à-dire que la vieillesse, ça n'intéresse pas vraiment les personnes âgées, ça n'intéresse pas vraiment les médias, sauf Orpea, sauf des grands scandales qui vont effectivement être mis en place. Donc moi, ça me préoccupe quand même parce que ces personnes très âgées, je pense à ces femmes âgées qui viennent de prendre conscience qu'elles pourraient peut-être se sortir de ce qu'elles ont vécu peut-être pendant plusieurs années, il n'y a pas de dispositif qui leur permette de sortir du champ de la famille. Donc, on avait une situation où, en fait, la dame, elle était partie 3 jours à l'hôtel, c'est tout ce qu'elle pouvait se payer. Et elle a réintégré le logement familial. Donc, vous voyez que pour moi, c'est un fait de société, on en aura de plus en plus sûrement, parce qu'effectivement, il y a une connaissance de la possibilité de se faire aider, et que là, il y a un manque. Alors, j'ai entendu M. Combe ce matin qui disait qu'en 2023, on fera peut-être quelque chose. J'ai bien pris ça, je pense que je lui rappellerai à un moment ou à un autre, mais c'est important quand même de prendre conscience de ça. Anne Hardy, alors je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus. Moi, j'avais également une question sur les enfants et les conséquences à long terme. Mais je vous laisse d'abord... Oui, moi, je voulais réagir à la première partie de votre intervention quand vous dites que c'est suite à une publicité sur les violences conjugales que cette personne a réagi. Mais moi, j'attends avec
beaucoup d'espoir les publicités sur les violences faites aux enfants, parce que autant il y a des campagnes sur les violences conjugales et des grandes affiches posées sur la préfecture, et c'est très bien, mais par rapport aux enfants, il y a quasiment rien qui est fait. Il y a l'affiche du 119 qui doit être présente dans tous les établissements recevant des enfants ou dans les lieux recevant des enfants, mais est-ce que vous avez vu des affiches dans les rues sur la prévention contre la maltraitance aux enfants? Non. Moi, je me souviens d'avoir lu un article sur une campagne comme ça qui avait été faite en Espagne d'affiches de prévention mises à hauteur des enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui pouvaient voir l'information et être au courant du fait que voilà, ils ne devaient pas être maltraités. En France, il y a extrêmement peu de campagnes de prévention de la maltraitance pour les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Voilà, moi je l'attends avec impatience. Amélie Cléran, vous vouliez réagir? Oui, je réalise que cette information sur la maltraitance des enfants est à destination des professionnels qui accompagnent des enfants, mais pas pour les enfants eux-mêmes. On pourrait au moins se servir du fait que les enfants aient des portables maintenant, au moins ils pourraient appeler eux-mêmes pour signaler leur maltraitance. Et on y reviendra à la formation du public, on verra si elle est suffisante ou pas. On va juste continuer sur l'enfance, juste pour établir un petit peu quand même la gravité de ce que c'est qu'une maltraitance sur un enfant à long terme, à court, moyen et long terme, les conséquences. Oui, c'est vrai que Madame Proutot vous a très clairement décrit les types de violences, violences physiques, psychologiques, sexuelles, négligence lourde et toujours victime de violences conjugales. Que l'enfant soit même présent ou pas dans l'appartement, parce que je dirais qu'un enfant qui vit au sein d'un domicile où il sait qu'il peut arriver à un moment des violences conjugales, cet endroit n'est pas le home sweet home où vous rentrez le soir, enfin je l'espère, tranquillement. Voilà, c'est un enfant qui vit toujours en insécurité. En tout cas, oui, ces violences, le fait d'être exposé aux violences, quelles qu'elles soient, est relativement fréquent, comme vous l'a dit M. Boisdin, puisque 10% des enfants sont touchés. Et ça a des conséquences qui sont des conséquences qui peuvent être immédiates. Les violences physiques, je ne vous citerai peut-être que le syndrome du bébé secoué dont vous avez tous entendu parler, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Nous, on a quelques situations en famille d'accueil d'enfants qui ont été violentés comme ça et on voit les dégâts que ça peut faire. Ça peut être des conséquences à plus ou moins long terme psychologiques, cognitives, affectives, relationnelles, psychiques. Enfin voilà, les conséquences sont multiples à moyen terme, long terme. On sait maintenant, les études l'ont montré, que le principal déterminant de la santé à 50 ans, c'était les études de Félitissa, c'est le fait d'avoir été ou non victime de violences dans l'enfance. Voilà. On sait qu'il y a un impact que les enfants qui ont vécu des expériences, les adultes qui ont vécu des expériences dites adverses, c'est-à-dire de la violence ou de la maltraitance dans l'enfance, eh bien, ils ont plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers, des infections pulmonaires, et je ne parle pas évidemment des troubles psychiatriques, des addictions et des comportements sexuels à risque, etc., etc. C'est vraiment donc un problème de santé publique. Voilà, vraiment. Et ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Si je dis ça, c'est parce que, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est pour dire l'intérêt de dépister le plus précocement possible, parce qu'on connaît l'importance des conséquences. Voilà. Alors parlons justement des signes à surveiller, des choses à surveiller. On reviendra sur les enfants par la suite. Séverine Pellet, peut-être vous pouvez nous renseigner. Au sein d'un établissement, on a vu que ce n'était pas forcément évident de détecter un cas de maltraitance. J'imagine que à domicile, ça l'est encore plus. Oui, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus difficile. Oui. Comment on fait? Quels sont les signes? Quels sont les indices qu'on va avoir pour... Il faut déjà qu'il y ait une mise en confiance. Il faut que la personne accompagnée il y ait vraiment une relation de confiance avec le soignant pour qu'elle arrive à se confier. Parce que, alors après, au niveau du soin, ça peut être des gestes un petit peu rétractés, où on va voir qu'il va y avoir, s'il y a eu de la violence physique, la personne va se mettre en retrait, elle va avoir des positions de recul. Mais autrement, vraiment, c'est la parole.
Et pour ça, il faut bien connaître les gens et il faut réussir à les mettre en confiance. Vous voulez... Oui. Non, j'ai la même analyse parce que nous, on ne travaille qu'avec le téléphone. C'est un travail de longue haleine pour gagner la confiance des gens, pour que la parole puisse se libérer. Ce n'est pas parce qu'ils ont appelé une fois qu'on a la totalité de la situation. Il faut effectivement qu'il y ait une confiance qui s'établisse, et c'est pour ça que les personnes qui suivent les dossiers chez nous, c'est toujours la même personne qui appelle les mêmes interlocuteurs pour effectivement qu'il y ait une confiance qui se mette en place. Autrement, la parole ne se libère pas. On sait que dans ce qui est dénoncé comme maltraitance, c'est le haut de l'iceberg qu'on a la première fois. Et donc, et pas forcément la chose la plus importante. Mais c'est celle qui a semblé être la plus visible, enfin, qu'on peut dire. Hein. Et c'est vrai qu'une fois que la confiance est gagnée, enfin, tout au moins, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est noué, eh bien, on va pouvoir être dans le cœur du sujet et approfondir la situation et comprendre la manifestation de la maltraitance et pourquoi. Et souvent, il y a beaucoup de souffrance, plus que de maltraitance, je dirais. Hein. Il y a beaucoup de souffrance. Amélie, non. Et alors, est-ce que cette parole, on va la chercher ou il faut l'attendre ? Si on a un soupçon de violence, de maltraitance, est-ce qu'on en tant que soignant professionnel, est-ce qu'on va la chercher ou on attend ? Pas forcément, ça dépend des situations. Voilà, enfin moi il y a une situation qui est assez récente d'une personne qui vit à domicile, seule avec son fils, et aucun soupçon de maltraitance ou plutôt un soupçon même de bienveillance de la part du fils. Et finalement, après quelques mois de prise en soins, elle commence à parler d'une violence verbale. Et elle m'en parle à moi. Donc, moi, il faut que j'ai un retour vis-à-vis de l'infirmière coordinatrice. C'est une première fois. Et après, on va laisser passer un petit peu de temps. On va avoir un œil un peu vigilant et elle va en reparler. Et si elle en parle à une autre collègue, là, du coup, on va commencer à écrire, à faire une fiche d'événements indésirables, à aller un petit peu plus loin. Mais c'est toujours un contexte familial compliqué parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce que voilà, le fils, il vit au domicile de sa maman. C'est un adulte, je dirais, limité un petit peu intellectuellement, où il y a d'autres enfants qui sont très peu présents et il y a plein de choses qui nous échappent dans la situation. Et puis j'imagine qu'il y a une loyauté envers les proches, la famille qui sans doute est un frein à la libération de la parole. Quand elle en parle toujours quand il est parti chercher le pain. Ça dure 5 minutes. Oui. Donc, il faut vraiment être à l'écoute parce qu'après, quand il revient, elle fait chut, 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 on passe à autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un attachement émotionnel qu'en établissement, on ne va pas avoir, qui certainement peut, en tout cas, freiner ou alors empêcher une personne de parler. Oui. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Ça, on s'en rend compte au niveau du domicile, parce que quand on touche aux proches, quand ce sont les proches qui sont les auteurs présumés de la maltraitance, c'est compliqué d'accuser son enfant, de se plaindre de son conjoint. Et c'est vrai que ça c'est bien plus compliqué. En plus, souvent, il y a des histoires de vie qui ont été compliquées, qui sont compliquées. C'est jamais très linéaire. On n'a pas des vies linéaires. Hein. Donc, effectivement, d'être obligé de dire... on a l'impression d'être culpabilisé. Enfin, c'est ce que disent certaines personnes. C'est-à-dire que c'est pas de sa faute à lui, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'on en arrive là ? Donc, effectivement, et souvent, il y a une rétractation même, c'est-à-dire parce que dans une fratrie, ils ne se font pas beaucoup de cadeaux, hein, on le sait. Hein, donc, effectivement, on va avoir quelqu'un qui va dénoncer un frère, une sœur, comme étant l'auteur présumé des violences sur ses parents. Et il y a des règlements de compte qui se font à travers la personne âgée. Anne Hardy, quels sont les signes chez l'enfant, justement,
Qu'est-ce qu'on doit regarder chez l'enfant pour savoir s'il ou elle peut être victime de violences et de maltraitance? Moi, je dirais que la parole de l'enfant, elle est toujours à prendre en compte. On l'a vu, on en a... C'est fondamental, pas uniquement quand on en est au stade judiciaire, hein, mais un enfant qui se confie à quelqu'un, soit à son enseignant, soit à l'animateur du périscolaire sur quelque chose qu'il vit, ça doit être pris en compte et être transmis. Et ça, c'est quand l'enfant a l'âge de parler. Je rappelle qu'infant, ça veut dire, ça vient du latin, ça veut dire qu'il ne parle pas. Donc, il y a des enfants qui sont trop petits pour parler. Donc, l'enfant, au travers de son comportement, peut montrer beaucoup de choses aussi. Hein. Donc, il faut être très attentif au comportement de l'enfant, au changement de comportement aussi. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment attirer l'attention. Et... voilà, donc les comportements, et moi on a de la chance d'avoir des internes à l'unité santé, là où on suit les enfants confiés, et je leur dis, quand tu seras installé en cabinet de médecine générale, tu vas avoir des enfants qui vont être complètement trop sages, tétanisés, qui ne font pas de bruit. Ceux-là doivent autant t'inquiéter que celui qui met le souk dans ton cabinet de consultation en l'espace de 3 minutes. Et celui qui met le souk dans son cabinet, très rapidement, ça agace. Mais en fait, il faut toujours prêter attention à ces enfants-là qui ont des troubles, qui ont des comportements qui nous interrogent. La question, elle doit être automatique. Qu'est-ce qu'il peut vivre dans son environnement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Voilà. Donc, on ne peut pas lister tous les signes. Hein. Les signes, si c'est des négligences, c'est de voir un enfant qui n'a pas l'habillement adapté quand il fait 0 degré dehors et qui se balade en t-shirt. Bon, il y a des questions à se poser quand les chaussures sont trop petites. Voilà. Quand il rate l'école trop souvent, quand il n'a aucune activité d'éveil. Il peut y avoir plein de signes. Les lister, c'est impossible. Mais il faut être attentif. Et puis, il faut être formé à repérer, en fait. Et moi, je pense que, et ça fait longtemps que les textes de loi le disent, hein, toute structure qui accueille des enfants doit former ses professionnels à repérer les signes pouvant évoquer de la maltraitance à enfants. Mais ça, on parle de formation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être attentif, connaître. Le problème de manque de formation qu'on retrouvait tout à l'heure. Parlons de l'intention. On a vu tout à l'heure dans l'établissement, déjà parfois il est difficile de reconnaître qu'on est maltraitant, par exemple, d'en détecter une, alors que ce sont des professionnels qui, même s'ils ont eu très peu de formation, c'était 2 ou 3 heures, c'était ça, je me souviens plus exactement, même si au moins ils en ont une. Comment on peut savoir, quand on est proche aidant et qu'on a les meilleures intentions du monde, qu'on est éventuellement maltraitant? J'imagine que ça peut arriver. Moi, si j'envoie ma fille dans sa chambre parce qu'elle n'a pas été sage, elle va peut-être considérer ça comme de la maltraitance. Moi, je vais lui dire, non, je t'apprends la vie, mais peut-être que je suis maltraitant. J'aimerais bien savoir, voilà, quand on n'a pas été formé, qu'on n'est pas non plus informé, comment, je ne parle pas de coups, bien sûr, de violence évidente, mais comment on sait qu'on est maltraitant? Qui veut répondre à cette question très... Je pense justement que quand on est devenu maltraitant, c'est qu'on n'arrive plus à avoir de recul, donc on ne se rend pas compte, on ne peut pas prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'on fait. On est tellement dans l'impasse, dans la difficulté, dans l'impossibilité d'aller chercher de l'aide ailleurs que cette charge qu'on a sur nous rend maltraitants et on ne voit plus d'autre solution que cette maltraitance parce qu'on n'a pas d'autre solution, qu'on ne sait pas comment faire d'autre et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc parfois, c'est un événement qui amène un changement, une crise de l'extérieur, un signalement, une chute, une hospitalisation, bref, une crise qui arrive, quelle forme qu'elle est, mais il faut un moment qu'il y ait un élément qui arrête, je pense. C'est quelque chose qui est un déclencheur qui dit « Ah, je suis dans la maltraitance ». C'est aussi parce que... souvent, alors je parle des aidants là, parce que les aidants familiaux en particulier sont pris entre plusieurs feux et ont beaucoup de bonne volonté, ont aussi quelque part savent qu'ils doivent assistance à leurs parents et s'en font une obligation. Et donc ils oublient qu'on ne peut pas sans arrêt être dans cette relation d'aide
qu'il faut se faire aider. Il faut des moments pour respirer. Et quand il n'y a plus de moments pour respirer, c'est là où la maltraitance s'installe. Parce que souvent, ils disent oui, je peux le faire. Et en plus, ils s'engagent sur un temps qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est un temps indéterminé. Ils les prennent en charge donc à un moment où effectivement ils ont quelquefois des problèmes de santé, d'autonomie, de maladie qui font qu'ils vont être dépendants pendant un moment, mais plus là, on avance, plus effectivement il va y avoir de demandes de la personne et ils ne vont pas pouvoir répondre à tout, sauf qu'ils se sont engagés quelque part et ils ne voient plus. Et donc la maltraitance, elle arrive à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que dans cette situation-là, on dit, mais faites entrer un tiers. Il faut qu'un tiers prenne en charge un certain nombre de choses qui ne sont pas de votre ressort. Il faut que vous preniez le temps de la respiration, il faut que vous alliez, que vous viviez. Surtout que cette génération d'aidants aujourd'hui, c'est des aidants qui sont demandés par la génération d'avant, c'est-à-dire leurs parents, et par la génération d'après, c'est-à-dire leurs enfants. Donc, c'est vrai qu'entre eux, aller s'occuper de la grand-mère qu'il faut changer, qu'il faut faire manger, et puis s'occuper d'un bébé ou d'un petit qu'on va pouvoir sortir et qu'on va pouvoir... Enfin, c'est autre chose. Hein. Le choix est cornélien quand même. Hein. Donc, souvent, ils sont écartelés entre les deux. Et c'est ce qui va, pour moi, qui déclenche l'apparition de maltraitance. J'imagine qu'il y a aussi des questions de moyens, puisque tout cela, ça doit, non seulement ça prend du temps, mais ça coûte aussi de l'argent. J'imagine que ça aussi, ça peut éventuellement mener à une maltraitance, qu'elle soit financière, par exemple, on en parlait, ou autre. Alors, pour nous, les maltraitances financières, c'est plus des détournements d'argent, des prises de la carte bancaire, enfin, voilà, c'est plus ça ce qu'on rencontre, nous. Par contre, au niveau des aides, effectivement, ça peut coûter cher, mais il y a des dispositifs aussi. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément la connaissance des dispositifs. Et puis, il y a toujours la peur de l'autre, c'est-à-dire de ce que les autres vont penser de nous. Alors, ils ne peuvent pas s'en occuper, ils font venir des aides à domicile, ils font venir le service de soins. Ce sont leurs parents quand même. Quelque part, il y a le regard de la société qu'on leur renvoie qui est négatif. Donc ça, c'est difficile aussi, il faut passer au-dessus. Il faut se faire aider pour ça. Anne, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir par rapport aux dispositifs qui existent. Il y a des dispositifs qui existent aussi pour la prévention de la maltraitance. Quand on pense, alors pour les jeunes parents, hein, on n'est pas parent, on le devient, hein, et on peut être soutenu. Il y a le service de protection maternelle et infantile qui est occupé, enfin qui a des professionnels de haute volée, des puéricultrices, des médecins qui peuvent soutenir la parentalité. Il y a des lieux d'accueil enfants-parents aussi, il y a des crèches. Dans les crèches, on y met son enfant, mais aussi les professionnels de crèche peuvent être des professionnels de soutien. Pour les plus grands, moi je pense à la maison des adolescents, hein, quand on commence à rencontrer des difficultés avec son adolescent, c'est un lieu qui peut accueillir l'enfant, enfin l'adolescent, mais qui peut aussi accueillir les parents et les soutenir. Je crois il existe des dispositifs, et sans doute bien d'autres. Hein. Il y a au département, il y a un site qui travaille avec la CAF, je crois, qui s'appelle Être parent 85, hein, je crois que c'est ça le titre, je ne crois pas me tromper, où en fonction de l'âge, il y a plein d'activités ou plein d'organisations de soirées ou de temps de réflexion et qui peuvent soutenir la parentalité selon l'âge. Voilà. Et voilà, il existe des choses. Après, il faut être informé, c'est sûr. Est-ce que l'information est suffisamment bien diffusée ? C'est toujours le même problème. Mais voilà, il existe des choses. Il y en aurait sans doute encore à créer, mais il existe. Je trouve quand même qu'il y a une réalité sur le maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Il y a quand même une réelle question du coût du reste à charge pour le maintien à domicile. Oui, il y a des dispositifs en Vendée, l'APA, la PCDH, etc. Mais il y a un reste à charge. Et pour nombreuses personnes, ce reste à charge est difficile à supporter. Il augmente parce qu'il y a du reste à charge sur le portage de repas, sur les aides à domicile, sur la difficulté aussi des services d'aide à domicile
domicile d'avoir du personnel suffisant, donc avec un nombre de personnes qui passent dans la semaine différent. C'est pas toujours la même personne. Et ça, c'est alors au-delà du coût financier, humainement, c'est quand même compliqué de voir tous les jours 3 personnes différentes venir à la maison qu'on ne connaît pas forcément. Et avec les difficultés du secteur à recruter, ils ont augmenté les salaires, donc le reste à charge augmente pour les personnes. Le nombre d'heures diminue parce que la personne ne peut pas en financer plus, sa retraite n'a pas augmenté autant. Idem pour le portage de repas, donc il y a quand même une dégradation des conditions de maintien à domicile. Et quand on est tuteur familial ou tuteur professionnel et qu'on doit dire à la personne « Je suis désolée, vous n'avez plus assez d'argent pour financer les 2 fois 2 heures d'aide à domicile plus le portage de repas et que ça va être réduit à 2 fois 1 heure », il y a quand même une dégradation de la situation. Donc un stress, une dégradation du niveau de vie et de la vie de tous les jours qui peut mener éventuellement à des violences, même si elles ne sont pas volontaires, avec les meilleures intentions du monde. Oui, c'est ça, parce que les professionnels interviennent, ils interviennent moins longtemps, donc forcément ils ont moins le temps de prendre soin de la personne, la situation se dégrade. Il y a des dispositifs en Vendée qui disparaissent, notamment les Maya, qui permettaient un accompagnement des personnes qui n'avaient pas les moyens seules d'aller chez tel et tel médecin. Aujourd'hui, ce dispositif disparaît. Qui va emmener les personnes isolées, sans moyens, pour aller voir leur médecin? Je ne sais pas. Et Séverine, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la réalité du terrain. C'est tout à fait la réalité du terrain. C'est que d'un côté, on cherche à maintenir les gens à domicile et d'un autre côté, on ne leur donne pas les moyens. Voilà. Donc les aidants, ils sont en grande difficulté parce qu'il faudrait qu'ils aient du temps pour eux aussi. Et déjà, il n'y en a pas assez, ne serait-ce que pour les tâches de la vie quotidienne. Donc voilà, quand on est aidant d'une personne à domicile fragilisée, c'est H24. C'est pas nous, professionnels, on intervient 30 minutes ou 45 minutes. L'aide à domicile va pouvoir intervenir un petit peu. Mais la personne qui est là sans arrêt auprès de personnes qui, des fois, ont des troubles cognitifs, qui vont chercher à partir, c'est tout bonnement pas vivable au bout d'un moment. Ça s'entend. Ça s'entend. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'aide. C'est vrai pour la Maya. Il y a eu les clics qui étaient des dispositifs locaux où ça fonctionnait très bien, où les gens avaient l'information. Maintenant, ça aussi, ça a été délocalisé. Donc, on ne va pas vers du mieux, en tout cas pour le domicile. Est-ce qu'il y a des réactions déjà par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Des questions? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir par rapport à ça parce que je suis infirmière référente sur un accueil de jour et je rencontre beaucoup de familles qui sont en difficulté justement à domicile. Nous, l'intérêt de notre accueil de jour, on est dans une institution, mais c'est que les gens restent le plus longtemps possible à domicile et on se rend compte justement avec la baisse des aides, ça pousse les gens dans les institutions, ce qu'ils veulent pas toujours forcément. Et moi, ce que je déplore un peu, et Madame Rivière est pas là, mais ce que je déplore, c'est que la prise en charge de l'accueil de jour, le coût, n'est pas pris en compte en Vendée, en fait. Dans les autres départements limitrophes, il y a des prises en charge qui sont faites, donc ils ne payent pas le prix de l'accueil de jour. Je vois, pour nous, c'est 43 €. Et donc, on a des gens qui, la journée, donc si on compte sur 4 fois, ça fait 160 € par mois. Et il y a beaucoup de personnes qui seraient vraiment dans le souhait de rajouter une journée parce que les personnes sont en grande difficulté, sont très fatiguées, voudraient du temps pour eux et c'est pas possible, quoi. Donc, je déplore vraiment ce manque de prise en charge sur la Vendée. J'espère qu'un jour, ça va bouger. Il faudra que vous contactiez Madame Rivière au conseil départemental. J'ai noté son nom, j'ai l'intention. Elle va avoir des messages, très bien. D'autres réactions? Merci. Simplement pour revenir sur la disparition des Mayas, je pense qu'il y a aussi d'autres dispositifs qui se mettent en place. Alors, c'est tous les enjeux de transition qu'il faut savoir assumer, mais l'idée, c'est que quand même, je pense qu'il y a des DAC, il y a d'autres dispositifs, et notamment aussi le soutien aux aidants avec les plateformes qui se créent. Enfin, c'est effectivement, on est en train ce sont des plateformes téléphoniques? Non, pas du tout. Les plateformes d'aide aux aidants, c'est bien une coordination. Il n'y a pas d'accompagnement. Oui, l'idée, c'est que qu'elles fassent le même type de mission. Il n'y a pas que la permanence téléphonique sur la question des DAC. Il y a peut-être un expert aussi dans cette salle, mais en tout cas, en Loire-Atlantique, la DAC n'a pas que de mission
justement de soutien téléphonique. Le Maya n'est pas remplacé par rien, en fait. À ce jour, en Vendée, ce qui est indiqué sur le site, c'est coordination téléphonique, orientation, coordination, mise en relation, mais il n'y a pas la partie accompagnement physique. Alors, j'espère me tromper, mais malheureusement, je ne crois pas. C'était un dispositif en Vendée, alors je ne pense pas qu'en Vendée d'ailleurs, mais de coordination et d'accompagnement pour le maintien à domicile des personnes isolées, en fait. Il y avait besoin d'une coordination de soins et il n'y avait pas de référents familiaux permettant de faire cette coordination-là. Je vais compléter, en fait, sur la Loire-Atlantique, il y a les plateformes de répit et d'accompagnement des aidants de personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas que Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, on ne vous entend pas très bien, même jusqu'ici, est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu de votre bouche ? Je disais donc que les plateformes de répit et d'accompagnement d'aidants de personnes en situation de handicap, ce n'est pas que de la coordination, il y a aussi de l'accompagnement, que ce soit individuel ou collectif. Et donc c'est assez récent, ça a eu 1 an. Bon. Voilà, mais c'est un peu différent des plateformes pour les aidants de personnes âgées. Bonjour. En Loire-Atlantique, il y a aussi la Maison des aidants à Nantes. Et là, c'est un dispositif physique où les personnes peuvent venir avec leur aidé, qui sont accompagnés le temps d'un atelier pour que l'aidant profite d'un atelier adapté pour lui. Donc, il y a la halte répit pour donc c'est de quelques heures, puisqu'il y a des personnes qui ne supportent pas non plus l'accueil de jour en milieu institutionnel. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Et donc, il y a ce dispositif-là, Maison des aidants, alors certes, qui est en plein centre de Nantes, c'est pas forcément toujours évident, mais justement, ils vont délocaliser certaines missions pour être au plus proche des aidants et les autoriser progressivement à faire appel à ces aides-là. L'aide aux aidants, enfin le répit des aidants en Vendée existe également, oui, c'est ça. Bonjour, je suis Kata Serra, je suis psychologue en SIAD. C'est peut-être pas très clair pour moi, mais je voulais savoir quels étaient les dispositifs qui existent quand une personne âgée est victime de maltraitance d'un proche. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi pour le domaine de la petite enfance. Mais quand il s'agit d'adultes, des adultes qui ne souhaitent pas porter plainte parce qu'il s'agit de leurs conjoints, leurs enfants, voilà, comment en tant que professionnel on peut accompagner ces personnes au mieux, voilà, alors qu'on est témoin de maltraitance évidente. On allait y venir, donc merci. Et puis je voulais juste ajouter aussi une chose peut-être qui n'a pas été partagée jusque-là. On parlait de référentiel, voilà, de connaissances qu'on a théoriques au cours de nos études, voilà, il y en a très peu d'après ce que j'ai entendu, mais aussi il faut entendre le référentiel qu'on a nous en tant que personnes humaines. On a vécu et on a grandi dans un milieu familial parfois différent. On n'a pas tous la même notion de maltraitance. Et donc il y a des choses parfois que je rencontre voilà, au cours d'échanges avec mes collègues aides-soignants où effectivement on n'a pas voilà, la même connaissance et les mêmes limites autour de cette question-là. Toujours la subjectivité de ce sujet. Anne Hardy, vous vouliez réagir ? Alors là, j'entends bien qu'on parle beaucoup des personnes âgées et handicapées et que c'est un véritable domaine, enfin c'est un domaine important. Pour les enfants, en ce qui concerne les référentiels, je veux quand même citer le rapport de consensus du docteur Martin Blaché sur les besoins fondamentaux universels des enfants. Parce que dans les textes de loi, c'est bien marqué que la protection de l'enfance vise à garantir les besoins fondamentaux de l'enfant, mais on pouvait toujours se poser la question, mais qu'est-ce que c'est ces besoins fondamentaux ? Est-ce que chacun n'a pas sa petite idée de ce que sont les besoins des enfants, de son intérêt Et en fait, il y a eu un rapport qui est sorti en 2017, et pour tous ceux qui ici travaillent auprès des enfants, je vous incite fortement à le lire, parce qu'il a l'intérêt
de bien définir ce que sont les besoins fondamentaux de l'enfant en s'inspirant des travaux universels canadiens, belges, suédois, italiens, tous ceux qui sont très avant-gardistes sur ça et qui définissent clairement ce que sont les besoins de l'enfant. Et en fait, la maltraitance, c'est en creux, c'est ne pas répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Il y a d'une part ça, ce rapport de consensus qui est vraiment assez facile à lire et très instructif. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu quand même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a sorti une procédure pour l'évaluation des situations d'enfants en danger ou en risque de danger, où elle reprend les items importants sur lesquels il faut être vigilant pour déterminer si, oui ou non, un enfant est en danger ou en risque de danger. Et puis enfin, du côté des parents, il y a le guide de Steinhauer sur les capacités et les compétences parentales qui mérite aussi de pouvoir être lu. Et avec l'ensemble de ces éléments, on peut arriver à être objectif et ne pas uniquement s'appuyer sur son histoire individuelle. Voilà. Mais ça, c'est par rapport aux enfants. Voilà. Oui. Sur place, Avant on a pas mal parlé des enfants, on a parlé de la crypte tout à l'heure. On va passer aux adultes et aux personnes âgées, puisque c'était la question que vous posiez. Juste avant de passer à cela, j'avais une petite question sur le rôle du professionnel qui vient au domicile, éventuellement, et la difficulté qu'il peut avoir à détecter de la violence ou de la maltraitance. Je ne sais plus avec laquelle d'entre vous on en avait parlé au téléphone. C'est l'idée que le soignant peut éventuellement s'habituer. C'est-à-dire qu'il a un curseur de ce que c'est que la maltraitance, et à force de voir quelque chose qui se passe chez quelqu'un d'un certain niveau, il s'habitue, il passe, et finalement le curseur de ce que c'est que la maltraitance, peu à peu, il monte de plus en plus haut. Est-ce que je ne sais plus avec laquelle d'entre vous j'avais discuté de ça. C'était avec vous? Moi, j'en ai parlé, mais parce que je pense qu'on a une tendance à la banalisation des situations, de la maltraitance. C'est-à-dire, on la voit régulièrement, on l'entend, mais finalement, on la minimise. On a tendance à la minimiser. Alors, beaucoup plus, effectivement, chez des personnes âgées que chez des enfants. Les enfants, effectivement, on n'a pas la même façon de gérer ça. Mais en ce qui concerne les violences chez les personnes âgées, on s'habitue à entendre et finalement, ça ronronne, mais on ne les prend pas en compte. On les banalise. Et c'est là où, effectivement, il va y avoir une escalade à un moment donné et quelquefois des passages à l'acte qu'on aurait peut-être pu éviter. Alors, on va... Anne? Oui, je voudrais réagir par rapport à ça, parce qu'en fait, ça renvoie à la notion de la nécessité de mettre en place dans chaque institution des temps de réflexion et d'échange. Voilà, parce que effectivement, il y a une forme d'habituation. Quand il y a des enfants, c'est vrai pour les enfants aussi, quand on suit des familles qui sont souvent des familles avec des profils sociaux un peu défavorisés, on peut s'habituer au bout d'un moment à une certaine et tolérer certaines choses, et c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres professionnels, et ça c'est à l'institution de mettre en place ça, c'est parce qu'on réfléchit ensemble que une personne qui n'est pas dans cette famille, voire une personne neutre qui fait un peu son rôle de candide, va dire mais non, là c'est pas possible de supporter ça. Enfin voilà, il faut vraiment là déclencher quelque chose. C'est tout l'intérêt que les institutions se donnent les moyens de former leurs professionnels à repérer, et ensuite de mettre en place des procédures pour qu'est-ce qu'on fait quand on a repéré, et puis aussi de soutenir leurs professionnels dans ce travail au quotidien. Parce que voilà, c'est aussi compliqué pour des professionnels d'accompagner des familles ou des situations complexes, et qu'ils doivent pouvoir bénéficier de soutien, soit sous forme d'analyse de pratique, soit sous forme, dans certaines situations particulièrement complexes, de supervision. Alors, moi, ce que je voudrais dire quelque chose, c'est que quand on est à domicile, il va y avoir une succession, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une succession de professionnels qui passent. Et il y a rarement un temps d'échange entre ces professionnels. Et nous, on s'en rend bien compte, puisque en tant que centre d'écoute, on interpelle les acteurs du terrain.
pour savoir s'ils ont ou non connaissance de la situation, est-ce qu'il y a réellement une situation de maltraitance dans cette maison. Et on se rend compte que finalement, comme ils n'ont pas d'échange entre eux, on a des tranches, je dirais, de ce qui se passe, mais on n'a pas de synthèse. Il n'y a jamais la possibilité effectivement de se réunir, de discuter d'une situation. Dans le micro, s'il vous plaît. Dans le micro. De se réunir et de discuter de la situation qui mériterait effectivement un échange pluridisciplinaire. Voilà. Oui, alors. Donc, ça tombe très bien que vous puissiez le dire, parce que ce matin, je voulais intervenir après Madame Dominique Terrasson. Voilà, je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps en tout cas. Parce qu'on parle de défaut de coordination territoriale. Voilà, ça me pose question. En tant que directrice de CLIC dans le 44, je vous rejoins tout à fait, Madame Cléran, quand vous dites que les dispositifs existaient. Voilà, donc on nous invente d'autres dispositifs. La Maya fonctionnait très bien aussi. Donc c'est notre rôle, en tout cas en tant que coordinatrice de CLIC, parce que je fais aussi la coordination, la visite à domicile. Donc nous avons des missions d'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc bien évidemment, de par ces visites au domicile, on repère cette maltraitance. Voilà. Et on a aussi le rôle d'avoir le suivi du plan d'aide qu'on va mettre en place. Donc moi, en l'occurrence, on organise, enfin moi, tous les CLIC, nous sommes 21 CLIC sur le département 44, ça fait partie de nos missions que d'organiser des concertations entre les professionnels, avec l'usager, la famille, l'entourage. Donc aujourd'hui, en Vendée, il n'y a plus de CLIC. Les Mayas sont intégrés au DAC, enfin en l'occurrence au DAPS 85, avec lequel je travaille en partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas reprendre ces missions de Maya, puisqu'ils n'ont pas de... Ils recrutent des infirmières principalement. Il n'y a pas de travailleurs sociaux pour l'instant. Donc toute l'interrogation, elle est là. C'est-à-dire que les politiques de territoire veulent avancer, mais on fait 10 pas en arrière. Parce que ce ne sont pas des acteurs de terrain. Alors sur le territoire, il y a des dispositifs qui fonctionnent et qui ne sont pas pris en compte. Et voilà, c'est un combat, alors qu'on a autre chose à faire en tant que professionnel. Ça confirme ce que... Oui, ça confirme tout à fait. Voilà. Parce que je pense que nous ne sommes qu'une plateforme d'écoute. Nous travaillons donc avec les professionnels du terrain, les familles, les professionnels du terrain. Et c'est vrai que quand il y avait les CLIC, on avait une possibilité de trouver effectivement le relais. Parce que notre rôle, c'est d'être alerteur. Ça n'est pas de traiter forcément la situation. On n'en a pas la capacité par téléphone de traiter. On accompagne par téléphone, mais on ne traite pas par téléphone. Et donc, en fait, ça, je crois que c'est extrêmement important. Nous, on s'appuie sur les professionnels du terrain pour qu'ils prennent en charge et qu'ils vérifient la véracité de ce qui a pu nous être dit. Donc, c'est vrai que ça nous manque énormément parce qu'on n'a pas trouvé, pour le moment, ce qui peut remplacer ce qu'on avait avant. Voilà. Alors, si on a détecté, parlons d'adultes, de personnes âgées, on a détecté des violences, des maltraitances, qui fait le signalement, à qui, comment il me semble, Amélie, on en avait discuté, que c'était plutôt complexe. Alors, c'est une question complexe qui n'a pas une seule réponse, parce qu'on est généralement plusieurs professionnels à intervenir au domicile. Ça peut être le soin, le portage de repas, le service d'aide à domicile, s'il y a une mesure de protection, un mandataire judiciaire quand il est extérieur à la famille, par exemple. Donc, ça nécessite dans un premier temps déjà de se concerter pour se partager. Alors, à mon sens, et je pense que c'était la position du département, c'est celui qui constate, qui signale. C'est pas je constate, moi professionnel au domicile, qu'il y a des maltraitances, je le dis au tuteur qui doit signaler. Il me semble, peut-être que quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi, mais je signale ce que j'ai constaté moi. Je ne peux pas rapporter les propos de faits que je n'ai pas pu constater moi. Mais voilà. Après, je pense qu'on peut être plusieurs à faire des signalements conjoints. Après, le signalement, c'est la dernière étape. Hein. Oui. On peut peut-être parler des étapes qui les étapes, c'est... il y a des choses qui fonctionnent quand même en Vendée. Notamment, on a quand même des comités techniques de concertation sur les situations complexes. Donc, on peut amener
ces situations-là sur la table pour discuter avec divers professionnels du département, du soin, etc. Pour déjà voir ce qui peut être fait, une évaluation par le département, par les services du SDA, service départemental à l'autonomie pour les personnes de plus de 60 ans. Donc il y a toute cette phase de concertation, de proposition de plans d'aide, etc. Donc il faut aller vers les phases amiables, je dirais, avant de sortir l'artillerie lourde et de taper dans le judiciaire. Dominique ou Séverine, vous voulez réagir? Moi, je dirais effectivement, on ne fait pas des signalements d'emblée. On va faire un signalement. Enfin, moi, en tant que présidente, je fais des signalements au procureur de la République quand effectivement il y a une notion de danger chez une personne vulnérable. Par exemple, c'est arrivé sur des situations effectivement de maltraitance financière. Là, effectivement, les personnes qui nous appellent sont quelquefois la victime, mais rarement la victime, puisqu'elles sont de plus en plus âgées, hein, mais souvent des proches. Et donc, on a suffisamment de faits, on va faire un signalement factuel pour que le procureur de la République puisse examiner la situation et diligenter une enquête judiciaire. Hein, donc, il va envoyer effectivement une enquête. Alors, après, ça ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura fait ce signalement, c'est entre les mains du procureur et de la justice. Nous, notre rôle va peut-être quand même être encore d'accompagner cette famille. Hein, parce que l'accompagnement est extrêmement important. Parce que souvent, c'est par eux qu'on sait ce qui se passe. Hein, et comment ça se fait. Mais on ne fait, moi, je ne fais pas beaucoup de signalements dans une année, même si j'ai 2 départements en charge. Hein, donc, voilà. Hein, j'en fais pas une dizaine par an. Hein, donc, voilà. Les modalités de saisine de signalement au procureur ont été réglementées par un décret de décembre 2020. Dans lequel toutes les informations qui doivent être portées à la connaissance du procureur sont clairement détaillées. Les faits, les personnes ressources, les informations auprès de qui on a pu obtenir, les informations, pardon. Voilà, les thèmes à aborder, les informations à fournir sont clairement aujourd'hui détaillées dans ce décret. Est-ce qu'il peut y avoir des réunions, des réflexions collégiales entre le soignant, la famille, les aidants, les proches, la supposée au début victime? Est-ce qu'il y a des temps de réflexion, de discussion qui se font également? À ma connaissance, non. Non. Si, ça existe, mais on a de moins en moins le temps, malheureusement. Ouais. Donc, ces temps-là sont mis en place quand il est trop tard, quand la crise est bien là, et que le service d'aide à domicile dit « je me retire, c'est trop compliqué pour nous, et qu'il faut trouver d'autres solutions », ou que la personne est à l'hôpital et que c'est compliqué de la faire retourner à domicile. Enfin, voilà. C'est malheureusement peu de temps de prévention, et c'est des temps quand on est tous bloqués. C'est la gestion des crises, en fait. On continue à gérer de la crise, on ne fait pas de prévention en amont. Et je voulais dire aussi que le procureur, quand il y a un signalement au procureur, il a plusieurs pistes à utiliser ensuite, et ce n'est pas forcément qu'un volet judiciaire. Enfin, c'est un volet judiciaire puisqu'il peut transmettre, quand il l'estime nécessaire, au juge des tutelles pour la mise en place d'une mesure de protection. Mais la mesure de protection n'est vraiment que la dernière solution possible, parce que c'est quand même très privatif de liberté. Donc les juges des tutelles ne décideront d'une mesure de protection que quand aucune solution moins privative de liberté ne pourra être mise en place. Et le juge peut décider de mesures temporaires, déjà, par exemple ce qu'on appelle une sauvegarde de justice, une évaluation pendant quelques mois, ou même une enquête sociale, qui n'est pas du tout une mesure de protection qui enlève la capacité juridique des gens, ça leur laisse la totale liberté, mais il y a une évaluation de plusieurs mois faite par un travailleur social qui va aller enquêter auprès de la famille, des proches, des voisins, aller prendre toutes les informations pour que le juge puisse ensuite décider de la mesure la plus adaptée possible. Et parfois, il n'y a rien à mettre en place, hein, mais ce n'est pas forcément déclencher la mesure de protection qui sera la solution. Et quelles sont les informations qui sont transmises exactement dans ces cas-là ? C'est plutôt l'organisation, quelle est la famille, quelle est l'organisation à domicile, quelles sont les prestations qu'on pourrait mobiliser, quelles sont les difficultés, quelle est l'histoire de la famille, enfin pour une enquête sociale par exemple. C'est vraiment plutôt
une information globale de la situation, un état de la situation, de ce qui fonctionne et dysfonctionne, pour que le juge puisse ensuite évaluer ce qui sera la solution la plus adaptée pour la personne. Parce que parfois, quand il y a maltraitance à domicile, mais que la personne ne souhaite pas partir, la mesure de protection, quelle qu'elle soit, même la plus forte, la mesure de tutelle, ne pourra pas imposer à une personne de changer de lieu de vie et ne pourra pas non plus empêcher la personne de rencontrer des tiers, d'être en relation avec qui elle veut. Alors, quels sont une question. Ah, pardon, allez-y. Je ne sais pas si ça marche, mais peut-être que vous allez y venir. Mais c'est concrètement, on a connaissance des dispositifs de protection pour les enfants. Ça peut être rapide, ça bouge. On a connaissance de ce dispositif-là pour les femmes victimes de violences conjugales. Concrètement, comment on protège une personne âgée de son aidant qui vit éventuellement au domicile? L'éviction du conjoint violent, il existe pour les femmes victimes de violences conjugales. Je ne suis pas sûre qu'il existe pour la personne âgée. Je ne parle pas de violence conjugale dans un couple âgé. Je parle de l'aidant, ça peut être l'enfant, etc. Mais comment on les protège? Parce que le signalement, ok, mais si on laisse la personne âgée dans ce contexte-là, il y a les représailles, il y a la question des bénéfices secondaires qui doivent se poser pour cette personne âgée aussi. Et concrètement, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a? Alors, clairement, je prends la parole, mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire un signalement, savoir est-ce que ça ne va pas déclencher quelque chose de pire qu'avant. Qui on protège quand on fait un signalement? Est-ce que je me protège moi en me disant, voilà, j'ai ouvert le parapluie, j'ai informé de la situation, mais la situation va se dégrader à domicile parce que je n'ai pas de solution. De toute façon, il n'y a pas de place en EHPAD ou elle ne veut pas y aller. L'aidant ne voudra pas partir. C'est un enfant ou c'est le conjoint qui ne voudra pas partir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a une solution. C'est à chaque situation, il faut se démener tous pour que peut-être, on trouve une solution la moins mauvaise, ou en tout cas un compromis, ou des pare-feux, mise en place d'un plan d'aide, qu'il y ait un tiers qui vienne, et que les lignes bougent. Mais vous dire que je n'ai pas de baguette magique, je pense qu'on n'en a pas. Ça serait, Dominique, vous vouliez réagir? Non, je voulais dire la même chose. Je suis tout à fait dans d'accord. le micro, s'il vous plaît, Dominique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, effectivement, on est souvent, et y compris quand je fais un signalement au procureur de la République, on est obligé de peser vraiment toujours par rapport, est-ce que ça va être un bien ou est-ce que effectivement on risque de complètement faire changer la situation en plus mal. Donc effectivement, c'est important de bien et de demander l'accord. Au niveau éthique, on est obligé de s'interroger, donc on ne s'interroge pas tout seul. Et je pense, et on a un peu, moi ce qui me semble important, c'est qu'il faut toujours resituer la personne au milieu du dispositif et toujours s'interroger et l'interroger aussi si on peut en direct, donc sur ce qu'on va proposer, parce qu'autrement on est à côté de la plaque. Et effectivement, ça ne marche pas, mais on n'a pas de baguette magique, ça encore moins. Il y a une question oui. Ici. Voilà. Ah, il y en avait une autre. Ah d'accord, il y en aura une autre après. Ok. Moi, je voulais évoquer avec vous la réalité des moyens. On fait un signalement, tout est en place, je dirais, au niveau juridique, judiciaire, administratif, sauf que l'assistante sociale ne pourra pas passer avant 6 mois pour faire son enquête parce que de toute façon, elle est débordée, parce que l'aide sociale à l'enfance a de moins en moins de familles d'accueil ou de places pour les enfants. Donc, comment ça se passe dans votre département? C'est pour moi. Allez-y, allez-y. Ça sent l'enfant. Sachant que je connais la Loire-Atlantique. Ça sent l'enfant. Alors, avant de répondre à votre question très pertinente, je voulais dire que j'étais très, très satisfaite parce qu'à 2 reprises, j'ai entendu que les circuits de protection de l'enfance marchaient bien. Mieux. On les connaît, surtout on les connaît. Bon, ils sont repérés. Voilà. Ils sont repérés, voilà, c'est déjà ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, votre question à vous, c'était autour du fait... Ah oui, il faut... on a dit, il y avait 3000 informations préoccupantes qui arrivent à la CRIP. D'ailleurs, quand je
Une autre réflexion que je me faisais, c'est que la CRIP s'occupe des enfants. Je me demande dans quelle mesure, à un moment, il ne faudra pas mettre quelque chose de similaire pour les personnes âgées ou handicapées. Parce que chez nous, ça fonctionne presque. Mais peut-être qu'il faudra réfléchir à quelque chose. C'est déjà pas mal, on va dire, c'est un bon début. Réfléchir à quelque chose de ce style-là. Donc nous, on a pas mal d'informations préoccupantes qui arrivent. Madame Proutot vous a expliqué comment. Tout n'est pas qualifié en informations préoccupantes en fonction des éléments. Quelquefois, non, il n'y a pas les éléments suffisants. Quelquefois, il y a tellement d'éléments dangereux que ça bascule directement au procureur. Et puis, parfois, ça part en évaluation. Je pense quand même qu'il y a des délais respectés et que les délais sont relativement bien respectés en Vendée sur les évaluations. Nous, c'est 3 mois. Madame Proutot pourra répondre, mais il me semble que c'est à peu près respecté. L'autre chose, c'était les familles d'accueil, savoir on est comme partout, on est en difficulté, on n'a pas. Alors là, on est au stade de la mesure où c'est soit un accueil provisoire où les parents, comme vous l'a expliqué Madame Proutot, les parents disent que ils sont dans une situation actuelle où leurs capacités ne leur permettent pas de s'occuper de leur enfant et ils le confient au département. Souvent pour 6 mois, éventuellement renouvelable. Et dans ces cas-là, l'enfant est confié soit à une famille d'accueil, soit à une maison d'enfants à caractère social ou un lieu de vie, ou c'est une décision du parquet qui a placé dans l'urgence ou sans urgence, suite à une aide éducative, un enfant. Eh bien, écoutez, on jongle comme on peut entre les foyers d'accueil d'urgence, qui est souvent blindé, et puis les autres lieux d'accueil. La majorité des accueils chez nous se font chez les assistants familiaux, mais on a quand même pas mal de MEX et on a beaucoup de lieux de vie de plus en plus. Je pense qu'on fait des ouvertures. Il reste encore quelques situations qui restent à domicile alors qu'elles devraient être confiées. C'est vrai, mais ça, c'est pas propre à la Vendée. C'est qu'il y a un problème qui est national. Et je pense qu'au niveau de la Vendée, on n'est pas les plus mal lotis. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous disiez par rapport à tous les dispositifs sur l'enfance, pour l'enfant. Faut le manger. Mais en fait, donc au niveau national, au niveau du ministère, c'est vrai qu'ils ont pris conscience que tous ces dispositifs fonctionnaient bien et qu'ils éventuellement ils aimeraient bien les calquer différemment, mais pour les personnes âgées. Donc il ne faut pas désespérer. Dans 10 ans, je pense qu'on aura... ça viendra en 2023. Voilà. Bon, 2023, il est déjà bien impacté. Faut pas non plus se leurrer, et tout est améliorable, mais voilà, ça a le mérite d'exister, et je pense que là, en tout cas en Vendée, la CRIP est bien identifiée vu le nombre d'informations préoccupantes qu'on reçoit. Et puis, Madame Proutot l'a dit, c'est aussi un organisme de conseil, c'est-à-dire qu'on reçoit des coups de fil réguliers aussi de professionnels qui sont soit de santé ou pas de santé. Moi encore, il y a 2 jours, j'ai eu une médecin généraliste qui m'a contactée, qui suivait une maman qui avait eu des enfants déjà placés et puis qui avait un autre enfant avec un nouveau conjoint et où il y avait un climat de violence conjugale. Elle change de conjoint, de nouveau des violences conjugales avec le nouveau conjoint, et elle s'inquiétait pour l'enfant. Et effectivement, l'information préoccupante, c'est la centration sur l'enfant. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas une délation de parents, de comportements parentaux, c'est bien une centration sur l'enfant. Amélie. Et pour la question des personnes âgées ou handicapées, et, le temps de réaction, d'évaluation des travailleurs sociaux et de tous les dispositifs dont on peut bénéficier, malheureusement, je pense qu'on peut dire, je pense que ça retombe sur l'hôpital. La situation se dégrade à domicile, donc la personne fait des allers-retours à l'hôpital, qui bien sûr en a besoin, on peut absorber tout ça. C'est la difficulté, la situation se dégrade et la personne finit à l'hôpital. Et sauf que la problématique n'étant pas médicale, elle rentre chez elle pour retourner à l'hôpital, etc. Mais c'est vrai que le temps de la justice pour réagir à tout ça, aujourd'hui, sur un délai, je dirais, classique, entre le moment où on dépose la demande au tribunal et le moment où le juge se prononce, il se passe en moyenne 6 mois. Voilà l'urgence. Après, il faut aussi dire les choses qui fonctionnent. Il y a 2 semaines, un monsieur nous a appelé pour nous dire qu'il avait déposé un signalement pour sa tante qui était spoliée par un monsieur.
Il a fait son signalement, je vérifie que c'était il y a 15 jours, hein, le jeudi au procureur, le lundi, le juge prenait la décision, le mercredi, la mesure était sur le bureau de l'UDAF. Donc, en moins d'une semaine, ça a fonctionné. Donc, ça peut le faire. Je suis content parce que j'allais vous obliger toutes à sortir quelque chose de positif avant la fin de la table ronde, parce qu'autrement, on rentre tous le moral dans les chaussettes. Oui, c'est de nouveau Catel Séverin, la psychologue en SIAD. J'arrive tout juste dans ce milieu de la personne âgée. Là, j'y travaille depuis septembre. Et donc, effectivement, je ne suis pas très rassurée sur les dispositifs mis en place pour la personne âgée quand même. Voilà, en fait, je découvre ce milieu-là et je trouve qu'on est quand même témoin de beaucoup de violences à la maison. Des violences quand même assez gravissimes à mon sens, hein, du style une personne atteinte d'Alzheimer voilà, qui subit des rapports sexuels de son mari et que son mari dit que c'est son devoir conjugal. Je ne suis pas sûre du consentement de madame. Des choses comme ça qui arrivent, donc il n'y a pas que des violences financières, donc je donne un exemple un peu cru, mais c'est quand même, voilà, ça existe et je pense qu'on est loin de, j'ai pas encore tout découvert, donc c'est ça qui me manque moi en tant que professionnel. Alors bien sûr on peut faire des signalements au procureur, mais qu'il y ait un tiers existant comme il existe dans les milieux de la petite enfance, pour pouvoir être accompagné, qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement, en tout cas qu'on ne laisse pas des aides-soignants tout seuls et témoins de ces violences-là au domicile. Voilà, je trouve qu'il y a une absence, voilà, dans le milieu des personnes âgées à domicile. C'est vrai qu'il n'existe pas de tiers pour effectivement aider. Ça n'est pas le rôle de l'association que je préside, hein, d'être un tiers. Sauf que effectivement, les professionnels peuvent nous appeler pour parler des situations et avoir un regard extérieur. Parce que ça, quelquefois, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'aller plus loin, parce que les questions qui vont être posées par la personne qui est au bout du fil vont permettre d'éclairer la situation. Donc, ce rôle-là, on peut le jouer en tant que centre d'écoute, Alma, mais ça sera pas, il n'y aura pas d'accompagnement autre que celui-là. Mais bon, une professionnelle qui va nous appeler, même plusieurs fois, c'est tout à fait faisable. Et elle aura donc quelqu'un qui va la rappeler, si c'est pas, parce que la réponse elle n'est pas immédiate. Les écoutantes qui sont à l'écoute ne donnent pas de conseils. Par contre, elle va transmettre cette demande et la personne sera rappelée par un référent qui effectivement est plus à même de donner des conseils, des orientations et d'écouter différemment. Voilà. Séverine, vous avez peut-être des réactions Nous, en tant que professionnels, on a quand même le recours, il y a quand même l'infirmière coordinatrice qui peut nous accompagner, qui pourra même aller au domicile pour une première rencontre. Il y a aussi, alors nous, on n'a pas la chance au SIAD d'avoir une psychologue, c'est bien dommage. on a cette chance 2 fois par an, avec la possibilité de la solliciter vraiment si on a une situation difficile. Là aussi, ça peut aider les équipes. Mais au domicile, si on constate ce genre de violence avec une personne âgée Alzheimer, l'infirmière co-interviendra avec le soutien du médecin. Il y aura une intervention quand même derrière. Je ne dis pas que ça va résoudre, mais on ne laissera pas faire. C'est pas entendable. Voilà. Oui. Si vous pouvez juste redire ce qu'il a dit dans le micro pour que... Non, c'était là. C'était juste une confirmation de ce que vous avez dit. Tout à fait. D'accord, ok. Bonjour à tous. Alors, c'est plutôt une phase réflexive qu'une question. Donc, moi, je travaille sur un court séjour gériatrique en Vendée. Et justement, c'est vrai que c'est mon quotidien de me retrouver au milieu des maltraitances du domicile, des maltraitances en EHPAD, des maltraitances institutionnelles aussi à l'hôpital. Je ne reviendrai pas sur les maltraitances très caractérisées qui sont les violences physiques, les violences sexuelles ou autres, où la question ne se pose absolument pas. C'est plutôt sur les maltraitances du quotidien, où là, en effet, on est dedans tout le temps, tous autant qu'on est quand on est aux soins du patient. Ce que je trouve aussi très difficile, et je ne veux pas miner le moral, c'est que quand on parle de maltraitance, on parle de maltraitants. Et la difficulté des maltraitants, c'est que c'est moi, ça peut être nous, ça va être les aidants. Et je reste persuadée, même si l'homme peut être méchant
par moment. C'était la réflexion tout à l'heure de notre collègue, et c'est vrai, l'homme peut faire le bien, mais peut faire le mal. Mais c'est qu'à la base, si on est quand même aidant ou si on est soignant, c'est qu'on veut faire du bien aux gens. Le seul souci, c'est qu'à l'heure actuelle, et je pense que c'est exacerbé par la crise du Covid, on est tous broyés dans une énorme machine sur laquelle il y a quand même des grands besoins. J'ai entendu ce matin, et même cet après-midi, toutes les phases réflexives qu'il faut avoir en équipe, le temps pour se poser, pour réfléchir, pour remettre en question notre pratique. Il y a aussi tous les besoins en matériel, en personnel. La difficulté, c'est que c'est vrai que hormis sur les maltraitances très caractérisées, sur ces maltraitances du quotidien, je pense qu'il va falloir des moyens, surtout pour qu'on puisse tous évoluer, agir, se former, et voilà. Ben oui, je veux pas miner le moral, mais c'est vrai que quand même, malgré tout, on voit bien qu'au domicile, moi, je peux pas faire sortir des patients parce que le SIAD ne peut pas intervenir, parce qu'il n'y a pas d'aide à domicile, parce que les gens peuvent pas payer. C'est tous les jours que j'ai des maris qui sont épuisés de leur épouse qui a la maladie d'Alzheimer et qui déambule partout, mais en même temps, il n'a pas les moyens de la mettre en maison de retraite parce qu'il pourra pas payer à la fin du mois. Et du coup, il va devenir irritable, il va devenir méchant, comme moi, ça peut m'arriver après 13 jours de travail où je souhaite toujours être cool avec mes patients et mes collègues, mais ça peut m'arriver d'être plus désagréable. Et ça, c'est aussi le quotidien de notre vie de tous les jours. Et ça fait partie de cette petite maltraitance. Je crois que tout le monde acquiesce. Malheureusement, donc manque de moyens, manque de temps, manque de tout, en fait. C'est à peu près le résumé. Bon, ben... Après, je voulais... Merci. Après, je pense qu'il faut aussi... Parfois, les maltraitances à domicile ont mis des années à s'installer et il faut qu'on range notre cap de Zorro parce qu'il ne faut pas vouloir tout résoudre à tout prix et faire le sauveur et tout régler en arrivant. Alors, on va tout réglementer, on va tout nettoyer, on va tout remettre bien et tout le monde sera heureux. Ce qui a mis des années à se mettre en place, il faudra parfois des mois, voire des années à se résoudre. Et il y aura de la résistance de la personne maltraitée elle-même. Et il ne faut pas parfois aller plus vite qu'elle parce que ça peut même se retourner contre nous et elle faire alliance avec la personne qui la maltraite. Donc, à nous aussi de ranger notre cap parfois, je pense. Il n'y aura pas un petit... Vous avez... Ah bah j'ai plus de pile. Décidément. On va en finir là, à moins qu'il y ait encore quelques questions. Je voulais juste... voir, il n'y a pas moyen de terminer positivement. Non, mais allez, Anne. Non, mais je vais terminer parce qu'en fait, j'avais quand même des choses à redire. Moi, je voulais redire quand même que par rapport à la protection de l'enfance, pour certains, c'est un devoir de faire des signalements. Et c'est même une obligation, mais en tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est un devoir. Voilà. Ça, c'était une chose qui me paraissait importante de dire. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était parce qu'on est dans une réunion d'éthique quand même, et je voulais replacer un peu les parents. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait des informations préoccupantes, on se centre sur l'enfant. Et c'est le fait qu'on ne réponde pas aux besoins de cet enfant qui active tout le dispositif. Mais tout ce dispositif est activé sans annuler la présence parentale. L'évaluation se fait avec les parents. C'est une évaluation dite participative. Et comme vous l'a expliqué de manière très claire Madame Proto tout à l'heure, il y a des entretiens, il y a une visite à domicile, mais il y a aussi un entretien, un dernier entretien, ce que nous on appelle de co-construction, l'HAS l'appelle d'analyse participative. Voilà, on essaye de faire le travail avec les parents autant que faire se peut. Ça me paraissait important dans la notion d'éthique de se dire ça. Et l'autre chose qui me paraissait aussi importante, j'en profite, j'ai le micro, j'ai la parole, je dis, c'est que beaucoup disent, quand ils accompagnent les enfants, ah oui, les équipes peuvent dire, mais oui, mais si on fait une information préoccupante, le risque c'est qu'on perde le lien avec l'enfant et la famille, et puis que voilà, les soins s'interrompent et eh bien, moi, là, je lance des propositions. J'ai entendu un psychiatre un jour me dire, et ça m'a vraiment marqué, il m'a dit, moi, quand je commence un suivi d'un enfant ou d'une situation, j'annonce toujours que ce qui est dit au sein de mon cabinet ou au sein de l'équipe reste dans l'équipe, sauf
s'y est repéré quelque chose de l'ordre de la maltraitance. Donc, il l'informe dès le départ, avant que tout soit commencé. Ça veut déjà dire que la famille l'a entendu à un moment. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je me demande si je ne l'ai pas oublié, et je le regrette. Ah oui, si. Rassurez-vous, c'est encore là. Et donc, l'autre chose, c'est que, en fait, c'est une... Quand on va activer cette information préoccupante, comme on l'a aussi dit tout à l'heure, la famille doit être au courant, sauf cas où c'est la maltraitance physique et où les parents pourraient commencer à monter, voilà, et puis commencer s'acharner, je sais pas, en général, ça leur donne un coup. Mais par contre, ils peuvent monter leur défense rapidement et puis un peu menacer l'enfant pour qu'il se taise. Donc, en dehors de ces cas-là, l'information préoccupante, les parents doivent être au courant de cela. Et je pense qu'il est important que les équipes réfléchissent à comment ils font l'annonce de l'information préoccupante, et en particulier l'annoncer comme l'activation d'un système qui est comme un système spécialisé. C'est comme un avis spécialisé qu'on va demander une fois qu'on a tenté, parce que la situation dont je vous parlais tout à l'heure, le médecin qui m'a appelé, il m'a dit, mais moi j'ai essayé d'orienter la maman vers la PMI, mais elle ne veut pas y aller. J'ai essayé de l'orienter elle-même vers les soins, elle ne veut pas y aller. Ben, quand ça a été essayé et que ça n'a pas marché, eh ben, le médecin a tout loisir de dire, écoutez, j'ai tenté des choses, mais je reste inquiet pour votre enfant. Et je connais un service spécialisé qui peut éventuellement trouver le système d'aide qui vous correspondrait. Voilà. Mais tout ça, ça se réfléchit, ça s'anticipe. Il ne faut pas attendre le moment où on repère une situation inquiétante. Il faut tout ça, il faut que ça soit réfléchi, anticipé. À ce même titre, on est sollicité, nous, Madame Proutot et moi-même, par une institution qui suit des enfants et qui va mener un travail justement de procédure, comment repérer la maltraitance et comment on va faire au sein de notre institution quand il y a des situations comme ça qui se présentent pour que les professionnels soient aussi contenus par rapport à ça. Donc beaucoup pour les enfants et tant mieux. On disait peut-être qu'il faudrait reporter cela aux adultes handicapés et personnes âgées. On va terminer là, Dominique. Oui, moi, je voudrais juste dire une chose qui est positive. Ah, alors allez-y. Prenez des notes. En fait, quand on fait le bilan des situations que l'on a, que l'on entend, qui nous sont données, les dossiers que l'on traite au niveau de notre association, on a quand même un taux de situation résolu. Hein. On a aussi un taux à peu près de 40% résolu, 20% apaisé, et puis le reste n'est pas ni résolu ni apaisé. Donc voilà, pas encore. C'est en devenir. Oui, c'est en devenir. Mais c'est quand même intéressant parce que finalement, ça ne veut pas dire qu'une situation résolue ne va pas, dans 2 ans, nous rappeler. Hein, parce que ça aura changé, parce qu'il y aura un certain nombre de choses qui auront changé, certains paramètres. Mais quand même, quand on fait ce bilan, eh ben, on se dit que finalement, ce n'est pas si mal. C'est pas si mal, ce seront les derniers mots. Merci beaucoup à toutes les 4.